BFM Business présente la grande interview. Bonsoir, soyez les bienvenus dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est un habitué de BFM Business. Il vient souvent le midi avec vous pour vous apporter ses conseils et son expertise. Mais ce soir, il est là pour faire le bilan de son travail, tout simplement, de son job en 2024. Bonsoir Pierre Pélouzet. Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous ce soir dans la grande interview. Je disais, un habitué de BFM Business, d'être le médiateur des entreprises. Oui. Votre job, c'est d'aider les entreprises qui ont des conflits. Vous avez des tensions, on va dire ça comme ça, et vous avez publié ce matin votre bilan annuel 2024. Il y a beaucoup de choses à dire, puisque vous penchez sur toutes les entreprises, tous les secteurs, donc on a beaucoup de sujets à voir avec vous. Ce qui m'a frappé quand même, pour planter le décor, c'est que votre activité a bondi avec le Covid, on comprend, mais ça ne redescend plus. Oui. Comment est-ce que vous expliquez, pour donner le chiffre, avant le Covid, c'était 1300 médiations par an. Après, c'est passé à 1900 et ça baisse plus. Pourquoi on ne revient pas au niveau que vous aviez avant la crise? C'est intéressant parce que quand j'ai regardé la courbe, je me suis posé la même question et ça m'a donné un peu l'impression, vous savez, d'un séisme avec des répliques. Le Covid, ça a été une flambée extraordinaire. On a eu tous les indicateurs qui ont sauté, on a eu énormément de médiations. Mais derrière, il y a eu ce que j'appelle des répliques qui sont en fait d'autres impacts sur l'économie. Ça a commencé avec la reprise sur la flambée des matières premières. Évidemment, ça crée des tensions. Ensuite, il y a eu des pénuries de recrutement. Ensuite, on a eu la flambée de l'énergie. Ensuite, on a eu l'inflation. Et puis, pour contrer l'inflation, on a fait monter les taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, on a notamment les promoteurs immobiliers qui sont en difficulté parce qu'avec des taux d'intérêt élevés, tout le BTP est en difficulté. Donc vous voyez, à partir du Covid, on est effectivement resté sur un plateau où on a eu des événements qui sont venus bousculer notre économie. Je ne parle pas en plus de ce qui est en train de se passer en ce moment avec la situation géopolitique. La défense, mais voilà, tout ça fait que, oui, on est monté à un niveau duquel on ne décroche plus, mais j'allais presque dire, tant mieux si les entreprises viennent vers nous. Le but, c'est qu'on les aide, c'est qu'elles puissent discuter, parler, trouver dans la médiation une solution. Je préfère ça plutôt qu'elles restent en difficulté et qu'elles ne viennent pas nous voir. Oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous pensez que maintenant, du coup, ça va devenir votre nouveau standard, ça, que vous allez rester à ce niveau de 2000 médiations par an? On est là pour ça, encore une fois. On est là pour aider les entreprises et je préfère, et c'est peut-être ce que le Covid aussi a déclenché, je préfère que les entreprises se disent, plutôt que d'aller dans le conflit dur, dans le rapport de force ou d'aller au tribunal, je vais essayer de parler. Ça paraît très simple de parler, mais beaucoup de gens ont du mal à se parler. Et donc, je vais essayer d'utiliser les services du médiateur pour qu'ils nous aident à nous mettre autour de la table en toute confidentialité et à trouver une solution à notre problème. Si c'est ça qui se passe, tant mieux, nous on est prêts à affronter 2000, 3000, 4000, comme on l'a fait pendant la crise Covid, médiation sans aucun problème. Effectivement, pour ceux qui nous regardent à la télévision, en 2020, donc pic du Covid, 3538 médiations dans l'année. Vous êtes assez staffé, oui. Interne, vous avez suffisamment de bras pour gérer tout ça? J'ai une chance extraordinaire, c'est que je m'appuie sur des volontaires et des bénévoles. C'est-à-dire que ce sont soit des agents de l'administration qui sont volontaires pour faire ça en plus de leur job et qu'on forme bien entendu à la médiation, soit beaucoup de bénévoles, quasiment tous des retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres de l'administration, qui, après une carrière extraordinaire, viennent nous dire « je veux rendre à l'économie ce qu'elle m'a donné, formez-moi à la médiation et je veux aider ». Et grâce à ça, on a fait face à cette flambée qu'on a connue ces dernières années. Et ça vous fait un régiment de combien de médiateurs? Une centaine aujourd'hui de médiateurs. Oui, je ne chôme pas. Alors 100 pour... Ouais, d'accord, ça fait 20 dossiers. Ne chôme pas. Je vais... 20 dossiers par personne. Un bénévole retraité, croyez-moi, ça travaille beaucoup. C'est tout sauf la retraite. J'en profite pour les remercier à votre antenne pour tout le travail qu'ils font. Absolument, non, il y a de quoi, effectivement. Tout le monde ne sait pas qu'on parle de retraités bénévoles. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Très concrètement, sur quel type de problème vous intervenez? Alors, malheureusement, on a une constante qui ne s'améliore pas, c'est tous les sujets autour des paiements. Paiement de facture, ça reste 40% aujourd'hui de nos médiations. Ah oui Oui, c'est énorme. Alors, tous les sujets autour des paiements, parce que ça peut être une facture en retard, mais ça peut être aussi, on a même du mal à facturer parce qu'on n'a pas tous les éléments pour faire la facture. Ça peut être, on a facturé, mais on n'est pas d'accord sur le produit ou le service qui a été rendu. Mais tout ça, au final, ça fait que l'argent reste dans les caisses des grands comptes et des grandes administrations, plutôt que d'être dans les caisses des TPE, PME, artisans, qui sont celles qui nous saisissent. Nous, nos saisines, c'est les petites entreprises. On est là pour ça. Un service public de médiation, c'est normal, ça s'adresse en priorité à ces petites structures. Donc ce sujet reste notre sujet numéro un. Après, on en a d'autres. Pardon, mais alors juste là-dessus, sur les délais de paiement, les 40%, c'est quoi? C'est un chiffre qui est stable? C'est un chiffre qui est en légère croissance, malheureusement. Ah bon? En plus, ça empire? C'est en croissance parce que le sujet empire. C'est-à-dire qu'on a connu des vagues. Mais c'est dingue, ça. On a toujours été autour des 35-40%. Aujourd'hui, il faut voir que les chiffres de retard de paiement, malheureusement, repartent à la hausse. Et donc,
par voie de conséquence, ça remonte en termes de médiation. C'est quoi le délai de retard ? Le délai de retard, si je refais un tout petit historique rapide, avec tout le travail qu'on avait fait, on était arrivé à 10 jours en moyenne avant la crise Covid. Vous allez me dire, 10 jours, c'est pas parfait, mais on avait beaucoup baissé par rapport à là d'où on venait. On était à combien ? On était monté à 17, 18, 19. Ah oui. Mais je remonte à la mise en place de la loi LME. Et avant, on payait 90 jours. De l'économie. Donc voilà. Ouais. Ceci étant, pendant le Covid, on a explosé. On est passé à 16, 17 jours de retard. On a mis en place un comité de crise que j'ai piloté. On est intervenu là vraiment directement en appelant toutes les entreprises qui dérivaient. On est redescendu en sortie de crise, on était à 12 jours de retard, 2021. 2022, 12 jours de retard. 2023, 12 jours de retard. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de passer à 13, voire à 14 jours de retard, d'après les dernières indications que j'ai. Donc on repart dans le mauvais sens, et on le sent dans les saisines de médiation. Pour vous, c'est quoi ? C'est une traduction des tensions sur l'économie, sur l'activité, que les faits que les entreprises payent en retard ? Évidemment, ça en fait partie. Comment vous l'expliquez qu'on retombe Évidemment, dans les... ça en fait partie. C'est deux choses, les retards de paiement. C'est à la fois des entreprises qui connaissent une tension sur leur trésorerie et qui la répercutent sur leurs fournisseurs. J'allais dire, c'est pas bien, mais au moins il y a une rationalité. Et évidemment, je ne peux que les engager à trouver d'autres solutions pour leur trésorerie et à payer leurs fournisseurs. On peut les aider là-dessus. Mais c'est aussi, malheureusement, souvent, le manque d'intérêt qui est porté sur ce sujet-là. C'est-à-dire que beaucoup de cas qu'on voit, c'est juste une facture qui est bloquée sous le coude de quelqu'un parce qu'il faut 3 niveaux de vérification, parce qu'il n'y a pas eu la réception du chantier, parce qu'il manque une virgule dans un contrat. Et ça, c'est terrible, parce que le patron de PME, de TPE ou l'entreprise unipersonnelle qui attend cet argent, ça peut être sa survie. Ah non, mais complètement, bien sûr. Donc, on a les trésorerie, Et alors, Pierre Pélouzet, pardon, on ne va pas passer 20 minutes là-dessus, mais depuis le temps qu'on en parle de ce problème-là, ça fait quand même un moment, enfin, au final... Pendant longtemps, on a entendu parler de cette idée de sanctionner les mauvais payeurs. Bon, au final, on ne le fait pas. On le fait, bien sûr, on le fait. Vous les sanctionnez comment ? Alors, aujourd'hui, la DGCCRF va inspecter les entreprises et leur met des amendes. Ça peut monter jusqu'à 2 millions d'euros. Même d'ailleurs, les listes d'entreprises qui sont sanctionnées sont publiées. Visiblement, ça n'est pas assez, ce qui est terrible. Nous aussi, on fait un travail plutôt sur les bonnes pratiques. On a heureusement tout un tas d'entreprises qui payent bien. Je tiens à le souligner aussi, il y en a qui arrivent à bien payer. Et nous, on a tout un travail d'achat responsable, comme on dit, avec une charte et un label. Et toutes ces entreprises, on les suit, on les accompagne pour améliorer leurs pratiques. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup progressé. Il se trouve que malheureusement, la crise Covid a fait sauter quelque chose et qu'on repart dans le mauvais sens. Et alors, il était question aussi que la Banque de France baisse la note des mauvais payeurs. Ce qu'elle fait aussi. Alors ça, c'est vrai ? Elle le fait, absolument. Mais c'est, j'allais dire, assez logique. Si vous présentez des comptes de résultats c'est artificiel. Faux, puisque vous n'avez pas payé vos fournisseurs, c'est normal que la Banque de France réintègre. Mais bon, visiblement, là aussi, peut-être pas assez. Ça ne les dissuade pas de... C'est un éventail. Et je crois qu'il faut qu'on continue à pousser cet éventail. Ça a marché à une époque. Je ne vois pas de raison que ça ne remarche pas maintenant. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, ça y est, c'est bon, et on a un peu relâché. Ben non, il ne faut pas qu'on relâche, surtout dans une situation où la tension qu'on a décrite tout à l'heure est en train de remonter de manière générale sur notre économie. Et toute dernière question là-dessus, après on passe à la suite. Il y a combien de mauvais payeurs, combien d'entreprises ? Alors, sur les grandes entreprises, c'est quasiment une facture sur 2 qui est payée en retard. Donc, vous voyez qu'on est... Et dans l'administration, parce qu'il y a les deux. L'administration, on est à peu près au même niveau, avec certains... 1 sur 2, la moitié. Tous ces chiffres sont dans l'Observatoire. On voit que l'État est devenu un bon payeur, je tiens à le souligner parce que c'est important, mais beaucoup de collectivités sont encore en difficulté pour payer. Pour tout un tas de raisons, encore une fois, administratives ou réelles. Eh ben, il faudra qu'il y ait du mieux l'année prochaine, quand vous reviendrez nous parler du bilan 2025. On va continuer à travailler là-dessus. Vous savez, ça fait 12 ans que je travaille sur le sujet. Je ne vais pas le lâcher ce soir. Bon, les autres sujets, alors, parce qu'il n'y a pas que les délais de paiement dans la vie. Bien sûr. On a toujours le sujet énergie. On est un peu sur la fin du cycle, mais la flambée des coûts d'énergie qu'on a connue en 2022, il y a des gens qui ont signé des contrats pour plusieurs années et donc qui sont en train, encore aujourd'hui, d'essayer de sortir de ces contrats. Et on peut les accompagner. Il y a une écoute plutôt bienveillante des grands distributeurs d'énergie, de manière à ce qu'ils puissent enfin sortir de ces contrats et revenir aux tarifs actuels qui sont beaucoup plus bas. D'accord. Ça, c'est un sujet. Pardon, ça va peut-être revenir très fort l'année prochaine, ça, pour le coup. Alors, avec la fin de l'Arenh. Ça peut... Beaucoup d'entreprises qui se demandent à quelle sauce ça va être mangé l'an prochain sur leurs tarifs d'énergie. Ça pose un certain nombre de questions. Bon, on va attendre de voir exactement tous les textes et comment tout ça sera ficelé. Mais c'est vrai qu'on va voir les... Il y a une vraie inquiétude là-dessus. Il y a une question. J'avoue que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Non, mais personne ne l'a, justement. C'est pour ça que les gens sont inquiets. Alors, ce qu'on fait, ceci étant, on publie, nous, ce qu'on appelle la checklist énergie. Tiens, j'en profite pour la montrer. Pour ceux qui nous regardent à la télévision. C'est blanc et jaune. Checklist énergie, d'accord. Voilà. Pourquoi on sort cette checklist énergie ? Parce que, justement, les chefs d'entreprise
en général, ne connaissent pas le marché de l'énergie, n'y comprennent rien à leurs factures, à leurs contrats. C'est compliqué, et on l'a pour dire le découvert ces dernières années. Ouais. Et donc, nous, on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'énergie, que ce soit tous les fournisseurs d'énergie et leurs clients, le MEDEF, la CPME, l'UDP. Et on a mis en place cette checklist énergie que vous trouverez sur le site médiateurdesentreprises.fr, je le dis pour ceux qui nous écoutent, et qui est mise à jour régulièrement avec toutes les dernières informations. À un moment, il y avait les aides, maintenant, il n'y en a plus, mais il y a tout un tas d'autres sujets qu'il faut connaître. Donc voilà, utiliser cette checklist énergie, ça fait partie aussi de la pédagogie qu'on essaye de faire pour aider les chefs d'entreprise. Ça fait partie de votre travail. Vous parliez tout à l'heure du BTP. Oui. Quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus recours à la médiation ? Le BTP, 20%. Waouh. Alors 20%, c'est monté en puissance. Ouais. On était à beaucoup moins que ça, là, pour le coup, en 2019. Mais tous les chocs que je vous ai décrits, que ce soit matières premières, pénurie de main-d'œuvre, énergie, inflation et taux d'intérêt, ils les ont tous pris. Ouais. Et donc, aujourd'hui... c'est le secteur le plus en difficulté aujourd'hui dans le pays, donc c'est logique. Qui a pris le plus il a pris tous ces sujets. Ouais. On travaille avec eux. Alors là, on est vraiment sur ce qu'on appelle une médiation de filière. On a tous les acteurs, depuis les producteurs de matériaux, les distributeurs, les artisans, les grands du BTP, les promoteurs immobiliers, le logement social, depuis 2021 avec nous. Et on travaille en permanence sur essayer d'amortir le choc avec eux, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire entre eux. C'est-à-dire que si on laisse faire la nature, il y a des gros d'un côté, des gros fournisseurs, et des gros de l'autre côté, les gros clients. Et c'est les artisans qui sont au milieu qui vont tout prendre. Et alors, pour reprendre le mot que vous employez tout à l'heure, ils arrivent à se parler ? Oui. Alors chez nous, ils arrivent à se parler. Et je peux vous dire, ils ont même coécrit une charte au moment de la flambée des matières premières, Et cette charte est respectée, puisque sinon, ils viennent en médiation pour qu'on puisse discuter de l'écart par rapport à la charte. Donc oui, ils se parlent, ils essayent de trouver des solutions ensemble. On est là pour les aider, les accompagner. Il n'empêche que c'est vrai que c'est une filière qui est en difficulté aujourd'hui. Le BTP et quels autres ? On parle souvent chez nous d'automobile, d'acier, de chimie. Bien sûr, l'automobile, et j'allais dire, malheureusement, l'automobile est en crise non seulement conjoncturelle, mais structurelle. On est sur un changement de modèle, ce qui a évidemment créé beaucoup de sujets. On a des médiations, évidemment, là aussi, sur cette filière-là. On essaie de les aider, mais là, on est sur un changement, j'allais dire, encore plus profond. Heureusement, malheureusement. C'est évidemment, on peut comprendre d'un point de vue écologique, environnemental, ce changement. D'un point de vue des changements brusques que ça impose sur certains acteurs de la structure, ça peut être compliqué. Et d'un mot sur les secteurs qui viennent vous voir, la grande distrib, puisque là, on a les négociations commerciales qui sont finies. Absolument. Est-ce que, qui sont toujours très tendues, très compliquées, avec des tas d'entreprises très différentes. Tout à fait. On passe par vous, par vos services ? On passe aussi, alors il y a deux médiateurs là pour le coup qui peuvent agir. Il y a le médiateur des relations commerciales agricoles qui, comme son nom l'indique, va travailler sur les sujets agricoles. Et ensuite, tout le reste, tout ce qui n'est pas agricole, ça passe par chez nous. Donc effectivement, en fin de médiation, en cas de difficulté, c'est même dans la loi, les entreprises de distribution et fournisseurs peuvent venir nous voir pour qu'on les aide à trouver une solution. Et on en fait. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi, Pierre Pellouzet ? Ces médiations, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Alors, vous disiez, on vient vous voir plutôt que d'aller au conflit, aller devant les tribunaux, etc. Est-ce que vous arrivez à résoudre ? Combien de cas vous arrivez à résoudre ? Alors là, on a un taux historiquement quasiment stable depuis toujours, c'est 70%. D'accord. Dans 7 cas sur 10, quand on met les deux entreprises ou l'entreprise et l'acteur public autour de la table, ils trouvent une solution. Et ils trouvent une solution. Oui, c'est pas mal, 70%. C'est bien. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'avoue que je continue à être émerveillé par ce résultat, parce que vous dites, ils auraient pu parler ensemble, trouver une solution. Mais en fait, non. Le fait d'avoir un tiers qui est formé à ça, qui va les aider, les accompagner, utiliser tous les outils de la médiation pour recréer un dialogue, ça crée dans 7 cas sur 10 une solution. Et ensuite, on a envie de continuer à travailler ensemble, parce que non seulement on a résolu le conflit, mais surtout on a recréé un lien de confiance. C'est tout le but de la médiation. Bon, 70%, effectivement, c'est plutôt bon comme niveau de taux de réussite. Toute dernière question, et après on va prendre la direction de Mexico. Nous attend Sophie Sidos, je vous accompagne, la présidence. Allez, vous restez avec moi. Juste avant d'aller la retrouver pour parler des droits de douane, justement, je voulais vous demander quelle était votre perception qualitative cette fois-ci, de terrain, de retour d'expérience. Est-ce que vous sentez les patrons à cran, nerveux, au vu de la conjoncture internationale ? Alors, il y a de l'incertitude, et c'est vrai que les patrons n'aiment pas l'incertitude. Ils aiment bien avoir une visibilité. Après, ils sont aussi habitués à ne pas avoir de la visibilité. On a des patrons qui sont très résilients, qui apprennent à s'adapter, qui commencent à utiliser tous les outils qui sont à leur disposition. Je pensais à la médiation, on n'existait pas il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, ils nous utilisent bien. J'espère qu'ils nous utiliseront encore plus dans le futur. Donc, ce mélange de résilience, d'habitude et d'utilisation de ces nouveaux outils fait que
même s'ils sont dans l'incertitude, ils arrivent à s'adapter, à s'ajuster, et je pense qu'ils peuvent traverser. On vient de traverser pas mal de soubresauts, j'espère, et je suis sûr qu'ils vont continuer à traverser tout ça avec bonheur et résultat. Alors là, c'est quand même encore une nouvelle épreuve qui se dresse devant eux, cette menace des droits de douane. On en parle justement avec Sophie Sidos qui nous attend à Mexico. La grande interview sur BFM Business. La suite de la grande interview avec Pierre Pélouzet qui est resté en plateau avec nous. Et puis on prend donc la direction de Mexico. Nous retrouvons Sophie Sidos, la présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. On va parler de ces droits de douane américains avec vous puisque ils sont censés entrer en vigueur dans pile une semaine. Ce sera le 2 avril. Et là, on peut pas être mieux placé pour en parler puisque donc vous êtes à Mexico en ce moment pour le Forum des Amériques avec plusieurs centaines de chefs d'entreprise et vous accompagnez le ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin. Puisque vous êtes donc aux Amériques, à Mexico, qui est l'un des pays les plus visés par la foudre américaine, racontez-nous l'ambiance sur place. Est-ce que vous sentez beaucoup de nervosité ? Non, pas de la nervosité. Je pense que c'est des opportunités au contraire. Alors, vous savez, nous, les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est des entreprises françaises basées à l'étranger. Donc, c'est une réunion avec 550 chefs d'entreprise français qui sont basés donc, dans les Amériques, donc que ce soit Amérique du Nord, Amérique latine. À peu près 540. Ils sont à la fois inquiets parce qu'on ne sait jamais du jour au lendemain s'il y a 25% de droits de douane ou 120 ou 200 sur les spiritueux comme on nous annonce. Évidemment qu'on fera autre chose. Mais néanmoins, c'est une grosse opportunité ce qui se passe aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avoir une Union européenne, je pense, plus forte, plus dynamique. Et c'est ça ce qu'il faut monter. Donc les patrons, ils n'ont pas les deux pieds dans les mêmes sabots. Les patrons, ils sont là pour agir et ils vont très très. Alors aujourd'hui, vous avez vu qu'on nous a annoncé que Trump reprenait des positions de douane de 25% sur l'automobile. Bon, c'est vrai qu'on attend tous le 2 avril de savoir à quelle sauce tous on va être mangés, mais pas forcément mangés. Après, on va digérer et on va non pas attaquer, mais on va avoir des contreparties. C'est-à-dire ? Des contreparties, vous voulez dire des répliques, des ripostes ? Oui, mais il ne faut pas être agressif, je pense. Même si le président américain, il est légèrement. Il est très agressif, mais je pense que nous, pour gagner le combat, il ne faut pas être agressif. Il faut discuter, il faut dialoguer, et je pense que dans ces dialogues-là, on va se rendre compte qu'on gagnera en dialoguant. Je ne pense pas qu'en l'agressant, on arrivera à voir quoi que ce soit. Et on est quand même très fort, puisque dès l'entrée on a tout de suite vu, avec Rodolphe Saadé, 20 milliards qui sont arrivés aux États-Unis. Donc on se rend compte que ces 20 milliards, ils viennent de la France. C'est une entreprise qui est française. Donc on a de quoi négocier chez nous. Pour montrer notre force aux États-Unis. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Les échanges mondiaux, l'Amérique, c'est que 15% des échanges mondiaux. Donc, il ne faut quand même pas tout focaliser là-dessus. Il faut remettre chacun à sa place. Quand on prend, par exemple, la Chine, je ne sais pas si vous aviez prévu de parler un peu du déplacement de Jean-Noël Barrot. Non, mais absolument, bien sûr. Mais allez-y, je vous écoute. C'est quand même une opportunité extraordinaire. Ce déplacement, il tombe à pic. Il y va juste au moment où il y a le congrès des deux sessions. Vous savez, la politique chinoise, c'est un peu un langage codé et il faut comprendre un peu comment ça marche. Je pense qu'il y aller en ce moment et emmener avec lui dans ses bagages Patrick Martin, qui est le président des patrons, c'est très fort et ça montre qu'aujourd'hui, les politiques, avec les patrons, vont faire avancer les choses. Et ça, c'est très fort. Alors, on ne peut pas se fermer des portes. On doit avoir des coopérations. On doit ouvrir nos entreprises françaises. On doit, avec les Chinois, conquérir le monde. Ça, c'est clair aussi. Moi, j'aime bien quand les Chinois se plaignent d'avoir que 4,8% de croissance parce qu'ils ont l'habitude d'avoir 7%. C'est déjà pas mal, 4,8%. Si on arrive, nous, à être entraînés dans cette croissance, parce que les Français, on a l'art de se tirer une balle dans le pied. On est bien souvent et partout les meilleurs dans plein de sujets, quand je pense par exemple à l'énergie décarbonée, quand je pense à la qualité de vie qu'on a en France, quand je pense à nos universitaires, à nos étudiants, à nos talents. Mais ça, on n'en parle jamais. Et on a beaucoup de choses, je pense, à vendre dans cette coopération franco-américaine, chinoise dans le monde. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, avec notre Forum des Amériques aujourd'hui à Mexico, on se rend compte qu'on va peut-être redistribuer certaines cartes dans le monde. Ouais, alors justement, redistribuer les cartes, vous le dites en gros, faire un pivot vers l'Asie. Effectivement, c'est très symbolique ce déplacement de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères en Chine pour 2 jours. Mais ça ne va pas être si simple quand même, il ne faut pas avoir la mémoire courte, Sophie Sidos. L'année dernière, Xi Jinping était venu à Paris.
Le président Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avaient essayé d'installer une forme de bras de fer, ou en tout cas de bomber le torse pour dire qu'il fallait rééquilibrer les tensions commerciales, et ça n'avait strictement rien donné. Ça ne va pas être si facile non plus de pivoter vers la Chine. Non, rien n'est facile aujourd'hui. Si vous voyez quelque chose de facile, vous me dites, j'y vais tout de suite. Rien n'est facile, mais on a des opportunités. Alors, ça n'avait pas été facile, en particulier, je pense au Cointreau, au Cognac, où on avait été vraiment, on est matraqué, et c'est pas normal. On a tout essayé pour faire supprimer ces droits de douane sur le Cognac, on n'y est pas arrivé, mais on y arrivera peut-être. On n'a pas dit notre dernier mot. Je pense qu'il y a des tas de négociations souterraines qui ont lieu en ce moment, et il faut pas baisser les bras. Il faut rester dans le dialogue, il faut rester dans la coopération. C'est vrai que ça n'avait pas été facile, mais tout de même, quand il est reparti en Chine, le président chinois était ravi de son voyage, ravi de ces relations qu'il a eues avec le président Macron. C'est quand même assez exceptionnel ce qui s'est passé en France et la manière dont il a fait écho après de son voyage. Alors concrètement, dans les faits, en effet, pour le Cointreau, ça n'a peut-être pas été la joie. J'espère que ça va changer. C'est encore moins la joie avec les États-Unis parce qu'on parle de 200% de droits de douane, ce qui est complètement injuste et complètement anormal. Il va falloir aller négocier au corps à corps chacun de ces accords. Et je sais que Laurent Saint-Martin, notre ministre, qui vient cet après-midi inaugurer le forum, et a réuni tous les acteurs spiritueux et vins pour justement voir comment on peut les aider. Avec les Chinois, il faut dialoguer, il ne faut pas perdre ce dialogue. Si on commence, vous savez, chez les Chinois, la notion du temps, c'est pas la même que l'autre. Nous, on est rapide, on veut le faire tout de suite, un peu à la Trump. Pour eux, ils ont toute la vie pour dialoguer. Ils ont l'éternité chinoise. Sophie Sidos, Pierre Pellouzet est en plateau avec moi, le médiateur des entreprises. Il avait une question pour vous. Oui, bonsoir madame, merci de ce que vous venez de dire. Moi, j'aime beaucoup votre discours. Déjà, je reconnais bien une chef d'entreprise française, c'est-à-dire de se dire, oui, on a une difficulté, mais oui, on est capable de trouver des opportunités derrière cette difficulté. Ceci étant, il va y avoir des passages difficiles, il va y avoir des moments où ça va être un petit peu plus compliqué pour les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'elles ont suffisamment de connaissances de tous les outils qui sont à leur disposition pour les aider? Alors évidemment, la médiation en fait partie, mais il y a beaucoup de choses qui existent pour aider les entreprises à passer les passages un peu plus difficiles. Je suis sûr qu'il y en aura, le temps qu'on pivote, qu'on rebondisse et qu'on parte sur d'autres sujets. Est-ce que dans votre connaissance, oui, elles ont connaissance, ou est-ce qu'il faudra encore plus communiquer là-dessus et les accompagner ? Oui, alors vous avez totalement raison. Il faudra en effet beaucoup plus communiquer dessus et les accompagner évidemment. On a quelque chose qui est très méconnu qui s'appelle la TFE. Alors on adore les anacronymes en France, donc la Team France Export. D'accord. Et vous, sur le plateau, l'autre jour, je n'étais pas capable d'expliquer les anacronymes de la CSRD. C'est vrai qu'on a tellement d'anacronymes. Oui. La Team France Export, en fait, c'est quoi? C'est BPI, c'est les CCI, c'est les CCIFI, c'est Business France, c'est les régions et c'est les CCE, c'est nous. Je pense qu'en discutant tous ensemble d'une même voix, en s'aidant, on sera en effet beaucoup plus fort. Dans le monde entier, vous allez en Italie, ils ne comprennent pas comment on arrive à tous parler ensemble et on se parle tous ensemble. On travaille très bien tous ensemble. Là, je peux vous dire qu'au Mexique, on est tous présents. Vous avez les ambassadeurs, on a le Business France qui est là, on a la BPI qui est là, on a les chambres de commerce qui sont avec nous. Quand on n'est pas chacun dans notre silo, je vous assure qu'on est les meilleurs. Et franchement, il faut profiter de cette opportunité. On a les voyages présidentiels, notre président de la République qui part dans des pays, qui emmène des chefs d'entreprise dans ses bagages. Et grâce à lui, on conclut des marchés. Il va partir la semaine prochaine en Égypte. Il emmène un certain nombre de chefs d'entreprise avec lui pour essayer d'avoir des marchés, de conquérir ce monde. Là, il y a 3 semaines, on a invité le président dans 15 jours de l'Ouzbékistan. On a conclu encore des nouveaux marchés. Donc, et ça avec la TFE, avec tout le monde, tous les acteurs. Il faut être tous ensemble. Et j'y crois, moi j'y crois fortement, exactement. Oui. Bon, et ce sera le mot de la fin. Et donc intéressant d'avoir ce feedback depuis Mexico, les patrons français qui restent conquérants, qui restent confiants à l'export. Enfin, en tout cas, voilà. Positif, et ils sont sûrs qu'ils vont jouer une carte. Bon. Et armés. Bon, merci beaucoup Sophie Sidos d'avoir répondu à nos questions depuis Mexico, donc à l'occasion de ce forum des Amériques, à une semaine de cet ultimatum du 2 avril sur les droits de douane. Et merci à vous Pierre Pellouzet d'avoir été mon invité ce soir dans la grande interview à l'occasion du bilan 2024 de la médiation des entreprises. On vous revoit au plus tard dans un an avec, on l'espère, des délais de paiement qui s'améliorent. Merci à tous les deux. On marque une pause dans un instant. Les experts du soir sur BFM Business. La grande interview sur BFM Business.